Michel Foucault, vous avez acquis une grande expérience en matière de protection sociale des dirigeants. Comment ces derniers se positionnent quand vous abordez ces questions avec eux? Est-ce qu'ils sont a priori attentifs ou est-ce qu'ils esquivent la question? D'une manière générale, on doit dire que les dirigeants sont relativement mal informés de leur protection sociale. Notamment dans les PME-PMI, celles qui n'ont pas de service du personnel, et on les sent relativement éloignés de ces sujets, comme si c'était quelque chose qui ne les concerne pas. Mais après une information précise, ils peuvent évoluer, on peut les faire évoluer rapidement, même si c'est souvent le petit risque qui va les amener justement à se poser des questions et à revoir un petit peu tout ce domaine de la protection sociale. Je dois dire que ils sont préoccupés lors des créations d'entreprises, quand ils démarrent leur affaire, et ils vont devoir faire un arbitrage souvent entre leur trésorerie ou la trésorerie de l'entreprise, et les risques qu'ils pourront prendre. C'est-à-dire que souvent, notamment lors de la création, ils auront tendance à avoir en santé un socle de base, et sur l'incapacité, eh bien, ils auront tendance à prendre une franchise relativement longue pour se consacrer davantage sur le gros risque, le risque incapacité après une certaine franchise, ou des rentes d'invalidité, des capitaux d'essai, voire sur les économies qu'ils réalisent, commencer à capitaliser sur des régimes de retraite. Ils sont relativement sensibles. En ce qui concerne leur personnel, là on trouve un positionnement par rapport à la santé et à la prévoyance, là encore assez différent. En ce qui concerne la complémentaire santé pour l'ensemble des salariés, ils ont plutôt tendance à la booster pour avoir un climat serein au sein de l'entreprise et donner des avantages immédiats à leurs salariés qui voient tout de suite l'intérêt d'une complémentaire santé moyen haut de gamme. En revanche, les accords de mensualisation qui sont à la charge du chef d'entreprise sont rarement couverts. On trouve peu d'entreprises qui aient couvert l'arrêt de travail sur 30 ou 45 ou 60 jours, comme peut le prévoir la convention collective. Ils prennent souvent ou ils conseillent des franchises longues à leur personnel, quitte à ce que ce soit eux qui prennent en charge l'arrêt de travail sur 60 ou 90 jours. Et ils se consacrent là encore plus sur du gros risque, sur des rentes d'invalidité et des capitaux d'essai. Voilà, c'est un petit peu la sensation que j'ai par rapport au terrain et aux chefs d'entreprise. Selon vous, quelles sont les professions les moins bien garanties par les régimes obligatoires? Les indépendants et les professions libérales sont relativement mal couverts par leur régime obligatoire, même, disons, dans certains cas, les salariés, mais principalement ces professions. Ils doivent avoir recours à des complémentaires et malgré ça, ils sont relativement mal couverts. Tout simplement, ces complémentaires suivent le plafond de la sécurité sociale, ne suivent pas leurs revenus. Et il faudrait les revisiter régulièrement pour les ajuster par rapport à leurs revenus qui peuvent évoluer au cours de l'évolution de l'entreprise, et c'est pas toujours ajusté à leurs revenus. Ce qu'on trouve également, c'est souvent des trous de garantie sur de l'incapacité qui va durer 1 an, voire 3 ans, sans relais au niveau des rentes d'invalidité. Donc ça, c'est à surveiller. Et je dois dire, en dehors des professions médicales qui ont un régime de prévoyance d'une bonne teneur et qui sont fortement visitées par les réseaux d'assurance, les professions libérales qui dépendent de la CIPAV, les auto-entrepreneurs qui n'ont pas de couverture pendant 3 ans, mais également les professions à haut risque et les dirigeants qui avaient des antécédents médicaux vont avoir du mal à trouver des régimes de prévoyance pour couvrir leurs problématiques, soit professionnelles, soit antécédents médicaux.
Également, il faut souligner malgré tout que les salariés qui dépendent pas d'accords de branche peuvent avoir une piètre couverture, puisque souvent on va trouver que les demi-salaires de la sécurité sociale ou le 1,50 pour les cadres qui couvrent la garantie d'essai de la convention collective de 47 et des cadres dirigeants, voire des mandataires sociaux, qui ont des rémunérations de l'ordre de 2, 3, voire plus plafond de sécurité sociale et qui ne seront couverts pour que sur la base des demi-salaires de la sécurité sociale. Donc c'est vraiment à regarder, à vérifier par rapport à ces professions. Alors ceci c'est davantage lié à un manque de formation ou d'information. C'est pas un choix du chef d'entreprise de manière générale, mais avec les accords collectifs de l'ANI du 13 janvier 2013, on devrait voir une évolution puisque cet accord prévoit, à partir de janvier 2016, des négociations sur les régimes de prévoyance et automatiquement les salariés vont être informés et également les employeurs et donc les dirigeants qui pourront se poser des questions par rapport à eux-mêmes. Alors, quels sont les points sur lesquels les dirigeants doivent être les plus vigilants ? Alors, on pourrait distinguer la personne physique de la personne morale. La personne physique doit être couverte pour l'ensemble des risques, incapacité, invalidité, décès, retraite, voire dépendance, et elle est obligée de passer par des complémentaires et mutualiser ses risques pour avoir des couvertures suffisantes. Ce qu'on doit surtout regarder, c'est d'abord toutes les exclusions des contrats. Certains contrats ne présentent pas les qualités nécessaires, notamment tout ce qui est lombalgie, dorsale, psy, sont exclus et il existe sur le marché des contrats qui ne présentent pas tous ces inconvénients dans la qualité du produit. Mais également, on doit regarder au niveau des séquences de prestations si on n'a pas des trous de garantie, notamment entre l'incapacité et l'invalidité, notamment entre l'invalidité et la retraite. Et est-ce que le report de la retraite à 62 ans a entraîné tous les assureurs à revérifier leur contrat? Ce que je pense pas, connaissant le marché aujourd'hui. Et là, on a vraiment des trous de garantie où la personne à 60 ans, sa rente d'invalidité va s'arrêter, elle devra attendre 2 ans pour obtenir sa retraite et va se retrouver avec les demi-salaires de la sécurité sociale ou pas de garantie pour un TNS. Donc c'est quand même relativement grave. Également, ce qu'on peut regarder sur les régimes de retraite par capitalisation, bien que certains pensent que c'est du gadget, c'est l'exonération en cas d'incapacité ou d'invalidité sur ces régimes de retraite par capitalisation. Et ceci pour 2 raisons. Alors, tout d'abord, en ce qui concerne la prévoyance et la retraite, très souvent le chef d'entreprise rentre les cotisations dans le dispositif Madelin, ce qui signifie qu'il y a déduction en amont, mais en aval, le jour où les prestations sont versées, il y a fiscalisation et diminution du pouvoir d'achat pour le chef d'entreprise. Est-ce qu'il aura à ce moment-là les moyens financiers de pouvoir continuer à souscrire un régime de retraite? Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que le régime de retraite qu'il avait dans le cadre du dossier Madelin précédemment avait peut-être quelques années et avait des qualités en termes de table viagère que le second dossier n'aura pas. Donc c'est une perte de 15, 10, 20% suivant l'âge où ça a été souscrit en termes de rente à la sortie. Donc ça, c'est à vérifier, je pense également, ça fait partie des points que le chef d'entreprise doit regarder. En ce qui concerne la personne morale, eh bien, c'est intéressant de mettre le chef d'entreprise en situation, tout simplement parce qu'aucun contrat ne va remplacer le chef d'entreprise, mais au moins, il aura pu commencer à réfléchir à des solutions s'il lui arrive quelque chose. Même si, en termes de prévoyance, il s'est bien couvert en incapacité, si cette incapacité vient à se prolonger, est-ce que l'entreprise aura la trésorerie nécessaire pour pouvoir assumer les frais généraux?
Est-ce qu'elle pourra payer les charges qui continuent, les charges sociales du chef d'entreprise? Est-ce qu'elle aura les moyens d'envisager un remplaçant, de payer les salaires et les charges sociales d'un remplaçant? Donc tout ça, c'est des questions à poser au chef d'entreprise, et même s'il existe des produits frais généraux qui vont le couvrir, ce sera difficile de le remplacer. C'est là qu'il pourra envisager des collaborateurs qui pourront continuer ce qui a été lancé et pallier au fait qu'il soit absent pendant un certain temps. La deuxième chose au niveau de la personne morale, c'est s'il vient disparaître, est-ce que les ayants droit vont avoir les moyens d'attendre pour retrouver un repreneur et transmettre l'entreprise. Donc, il serait intéressant, dans ce cas de figure, que le chef d'entreprise souscrive un contrat homme-clé qui donne de la trésorerie à l'entreprise pour permettre d'attendre la reprise d'un autre repreneur. Alors là, c'est un sujet très très délicat par rapport au chef d'entreprise, car autant des contrats associés qui vont, des garanties croisées, qui permettent à l'associé survivant de racheter les parts aux ayants droit, sont largement souscrits par le chef d'entreprise et son associé, autant pour lui-même, et les contrats clés sont difficiles à mettre en place. Tout simplement, dans le premier cas, c'est toujours l'associé qui doit décéder, tandis que dans le second cas, le chef d'entreprise est immortel et il ne peut pas mourir. Donc, je dois dire que sur ma carrière, j'ai mis très très peu de dossiers hommes-clés, si ce n'est quand c'était exigé par les banques ou les conseils d'administration. Alors, comment la législation devrait-elle évoluer pour permettre une meilleure couverture du dirigeant et de sa famille ? Je pense que déjà, dans un souci de lisibilité, quelle que soit la profession, le statut, salarié, non salarié, on devrait avoir un socle commun, à minima, en incapacité, en invalidité, voire en décès et retraite, quel que soit ces cas de figure, est basé sur la rémunération du travail, c'est-à-dire sur son salaire ou sur son revenu d'activité, et qui serait proportionnel à son revenu d'activité. Maintenant, je pense qu'à titre individuel, ensuite, il pourrait choisir tous les dossiers complémentaires à géométrie variable en fonction de son appétence au risque. Et à lui de choisir les couvertures qu'il souhaiterait en complémentaire de ce socle de base. Écoutez, Michel, merci de toutes ces précisions très claires sur un sujet complexe, mais qui est évidemment très important pour les dirigeants et leurs familles.